Il y a quelque chose en particulier, sans m'en rendre compte, qui s'installait, qui a réussi à trouver une issue. C'était la dépression, suite au divorce avec mon père. L'absence de mon père, qui s'en est suivie. Et ensuite, les affaires qui n'ont tout simplement pas fonctionné. Diona, il faut que je te raconte mon histoire. Alors, Vladimir, Allô, ça va bien? ça va très bien, Je t'écoute, ça raconte-moi. va très bien. Laisse-moi te raconter mon histoire qui a été racontée à quelques reprises, mais cette fois-ci, je vais avoir la perspective de quelqu'un qui se soucie pour les femmes dans une situation précaire. Quand je raconte cette histoire d'habitude, je parle de moi, de ce que j'ai vécu, mes souffrances. Mais là où je suis aujourd'hui, je suis un peu ailleurs. Je suis ailleurs. Je suis guéri à plusieurs niveaux. J'ai encore besoin de guérison, mais je veux m'attarder sur ma mère. Super. Donc, j'ai grandi dans un foyer où ma mère était schizophrène. Le plus que je me rappelle, moi et mon frère, on a grandi à Châteauguay, qui est une ville, pour moi personnellement, une ville assez formidable, de par mon enfance, de mes souvenirs, des jours très agréables. J'ai été en maternelle, j'ai fait ma première année et ma deuxième année là-bas. En général, les 2 premières années étaient géniales. Ma mère, elle a décidé d'acquérir une propriété. En fait, elle a transformé en résidence de personnes âgées. Puis, comme je disais, les 2 premières années, ça allait très bien. Il y a quelque chose en particulier, sans m'en rendre compte, qui s'installait, qui a réussi à trouver une issue. C'était la dépression, suite au divorce avec mon père. L'absence de mon père, qui s'en est suivie. Et ensuite, les affaires qui n'ont tout simplement pas fonctionné. Les personnes âgées, il y en a qui mouraient, mais ça ne se faisait pas remplacer. Donc, elle n'avait pas nécessairement cet entrain entrepreneurship pour aller chercher la clientèle. Mais l'accumulation de tous ces éléments ont créé une dépression. Ensuite, ça a été la faillite personnelle. Mais où est-ce que j'ai été affecté personnellement à un jeune âge, c'est lorsque son raisonnement, un raisonnement normal, devenait de plus en plus absent. Je vais donner un exemple. Un jour, elle a commencé à chercher sa calculatrice. Ne la trouvant pas, elle a accusé moi et mon frère. Mais elle a dit surtout moi, parce que j'étais, entre moi et mon frère, celui qui était le plus turbulent, casse-cou. J'ai toujours été casse-cou. Tu avais quel âge en ce moment-là? J'avais 7 ans. J'avais 7 ans. Puis, là, à ce moment-là, je lui disais, mais c'était pas moi. C'est quand même une maman haïtienne. Donc, on sait quand la ceinture va venir en ligne de compte. Mais qu'est-ce qui était particulier? Réellement, je savais que c'était pas moi. Donc là, maintenant, j'étais pris dans une souricière. Alors, je ramassais des coups de fouet, des coups de fouet, des coups de fouet. Ça durait des minutes. Pour moi, on dirait que ça devait durer une éternité. Puis, à un moment donné, quand il était temps d'aller dormir, ben, je dormais. Puis le lendemain matin, elle disait, où est ma calculatrice? Je me levais en pleurant, je cherchais une référence. Puis finalement, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête, raconte une histoire. Puis je me suis dit, je dois raconter une histoire. Puis ça pendant que je prenais des coups de fouet. Je me disais, je dois raconter une histoire qui est solide, qui va me sortir du problème et même la mettre de mon côté afin d'empêcher le plus possible qu'elle soit fâchée. Tu étais dans l'instinct de survie, là. Un instinct de survie. Ouais. Mais à l'âge de 7 ans, le trauma a commencé là. Puis là, l'âge de 7 ans, je racontais que c'est un de mes amis qui était dans ma classe, puis je l'avais apporté parce que c'était des problèmes de mathématiques que je ne comprenais pas.
j'essaie de prendre des petits scénarios d'émissions que je regardais, coller ça ensemble, jusqu'à ce que ma mère dit, « Ah, OK, je comprends pourquoi tu avais la misère de me le dire. » Elle a dit, « Bon, ben, je communiquais avec l'école pour qu'on puisse maintenant rencontrer les parents de l'enfant. » Puis ensuite, elle me disait, « C'est qui? » Donc moi, dans une vingtaine d'enfants qui étaient dans ma classe, j'allais aléatoirement. Puis j'ai dit, c'est Yannick. Elle a dit, OK, j'appelle le directeur. Ce que mes amis et mon frère ne comprenaient pas quand on sortait de la maison pour marcher à l'école, c'est que j'étais perdu. J'étais perdu parce que je me disais, comment me rendre à l'école, puis regarder un de mes amis qui n'avait rien à voir, mais en fin de compte d'absorber le choc déjà que ses parents vont le chicaner pour absolument rien lui-même. Il y a eu une suite où, à un moment donné, ma mère, elle refusait que moi et mon frère, on puisse même prendre notre douche tout seul. Donc, elle tenait, j'avais 7 ans, elle tenait absolument à tout nous nettoyer. Mais un soir, ça s'est viré en cauchemar, où elle me dit, il y a quelqu'un qui t'a touché. Personne qui m'a touché. Elle dit, il y a quelqu'un qui t'a touché. Et tu vas me le dire. Au niveau de l'abus, là, comme L'abus, c'est quelqu'un m'a abusé sexuellement. Hmm. Puis là, je lui disais, mais il n'y a personne qui m'a touché. Elle a dit, il y a une odeur qui sort de tes fesses. Et cette odeur-là, c'est quelqu'un qui t'a touché. Puis, à ce moment-là, ma mémoire fait un peu défaut. Je ne sais pas si elle a coupé les bretelles de mon sac à dos, parce que c'est quelque chose qui arrivait de faire. Un sac à dos en cuir, donc les bretelles, Ouais. on imagine le matériel. Hmm. Donc aussi, j'ai dû accuser un professeur. Aléatoirement, j'ai choisi le nom d'un professeur, un monsieur, qui était très gentil. C'était mon prof de deuxième année. Donc, ils m'ont changé de classe. Ensuite, j'ai dû être convoqué au bureau du directeur. Puis ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté avant, mais alors c'est en exclusivité. Je me rappelle que devant lui, je pleurais. Lui m'a dit, bon, arrête de sèche tes larmes de crocodile, mais j'arrêtais pas de pleurer. Mais lui ne comprenait pas pourquoi que je pleurais. Ma mère ne comprenait pas. C'est parce que j'en avais marre. J'en avais marre. Puis je ne voyais pas de sortie de secours parce que c'était ma mère. J'avais compris, mon père, il n'allait plus jamais revenir dans ma vie, que j'étais à Châteauguay, qui était très loin de Montréal. La seule personne qui aurait pu me porter secours, c'est mon arrière-grand-mère. Mais c'était impossible qu'elle soit dans les parages. Donc, que je veux ou que je ne veux pas, même avoir cité le nom de ce prof, retourner à la maison, ça voulait absolument rien dire. Et la vérité, ça voulait rien dire. Parce qu'on prenait des fessées encore pour absolument rien. Bon, qu'est-ce qui en est suivi? La perte de la maison. Les huissiers débarquent parce qu'il y avait quelqu'un qui avait finalement acheté la maison. Les huissiers ont débarqué. Mon arrière-grand-mère maintenant nous a recueillis chez elle. Et puis, c'est toujours quand j'arrivais chez mon arrière-grand-mère qu'il y avait ce moment où je pouvais respirer. Mais encore là, moi, ma mère, un dimanche matin, je me rappelle, c'est en hiver parce que ma grand-mère avait décidé de pas aller à l'église. Puis là, ma mère, je ne sais pas, elle parlait tout seule, à haute voix. Puis là, à un moment donné, elle est venue vers moi et m'a donné une fessée. Mais là, mon arrière-grand-mère est là. Puis mon arrière-grand-mère est arrivée, elle a dit, c'est impossible que je sois là et que tu touches à tes enfants. Surtout qu'ils ne font rien. Ils sont là, toi, ils sont assis en train de regarder la télévision. Puis toi, elle se posait à ma mère, je te défie de les toucher. Les deux ont commencé à se battre. Donc, ma mère avec sa grand-mère, qui est mon arrière-grand-mère, devant nous. Nous, on pleure. C'est vraiment... ma mère, elle pousse sa grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui tombe à la renverse. Mon arrière-grand-mère va chercher un fer repassé, le lance sur ma mère. Ensuite, ma grand-mère... Je dis ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère, mais c'est pour un peu alléger le texte. Il n'y a pas de problème, on comprend. Elle appelle la police. Elle appelle ma tante qui habitait pas trop loin. Là, tout ce monde-là arrive. Fait que moi, j'étais comme, OK, au moins, j'ai mon arrière-grand-mère qui est là. Mais jusqu'au jour où ma mère a dit, j'ai trouvé un appartement pour moi et vous deux. Mon cœur est déchiré à l'intérieur, je ne sais rien, mais mon cœur est fendu en deux.
Lorsqu'arrivé dans cet appartement à Place L'Acadie, pour te mettre en contexte, Diona, on est dans les années fin 80. Pour te mettre en contexte, on ne connaît pas la DPJ. La DPJ, abus d'enfants, c'est très tabou pour les communautés haïtiennes et africaines qui étaient vraiment populaires dans ce quartier-là. Ouais. Alors, on habite dans un appartement où, comment dire, c'est là qu'on a souffert de malnutrition. Wow. On buvait du lait caillé, on mangeait du pain moisi. Ça nous arrivait de passer une semaine à juste manger du chocolate quick en poudre. Ouais. Ma mère, elle a déjà féqué sa mort. Donc, on a trouvé notre mère, on pensait qu'elle était ensanglantée. Mais la vérité, dans sa folie, elle était fâchée du fait que le matin de son anniversaire, on ne lui a pas souhaité bonne fête. Maintenant, quand je raconte ça, c'est important pour moi que tu saches, Diona, ce n'est pas pour gagner la pitié de personne. C'est là que je mets maintenant l'accent sur ma mère. Oui. Je me rends compte que, et c'est la première fois que je le divulgue, je me rends compte que ma mère avait aucune option, aucun outil, aucun espoir, aucune foi. Ma mère était dans le désert, sombrée par des voix qu'elle entendait. C'est la schizophrénie pure. Donc, si un jour ça lui tentait de nous donner une fessée, en sortant d'école, on regardait toujours par la fenêtre. Si dans son visage, on voyait de la haine, si on voyait une ceinture dans sa main, ben, en fait, moi et mon frère, on montait les marches d'escalier en se donnant des trucs. Tu vois? Comme un peu genre, OK, je suis plus... Mon frère qui me disait, je vais être capable d'en prendre aujourd'hui. Ou des fois, je lui disais, OK, non, 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 ça va être moi, je suis le premier à rentrer. Des fois, on était devant la porte, puis c'était la torture psychologique, physique. Est-ce que vous aviez réussi à parler à quelqu'un à l'école, un professeur, ou c'était incapable? Aucunement. C'était tellement jeune, j'imagine aussi. Il faut dire qu'en 2024, si on aurait été en 2024, oui, Oui. les enseignants auraient clairement vu qu'il y avait un problème. Ça m'arrivait d'aller à l'école avec mes caleçons souillés, carrément souillés. Puis, mais là-bas, c'était on appelle ta mère, puis pour dire venez chercher votre fils, puis ça finissait là. Aujourd'hui, il y aurait on aurait été plus loin dans le questionnement. Donc, non, c'était extrêmement très tabou. Qu'est-ce qui a changé un peu la donne? C'est l'arrivée surprise de ma tante, que j'ai perdue l'année dernière, qui était ma marraine aussi, Mes condoléances. ma tante Huguette. Elle a cogné à la porte, puis elle a débarqué avec ma cousine, mon cousin. Puis, parce que c'était une visite surprise, elle a vu notre condition. Quand elle nous a vus, elle a carrément arrêté de bouger. Et puis, qu'est-ce qui est important de savoir à ce moment-là? Moi, je ne sais pas à ce moment-là c'est quoi être maigre, jusqu'à ce que je vois le visage de quelqu'un. À l'école, les gens m'appelaient Q-tip. Donc, habitué de me voir maigre. Mais quand tu as quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu as même la misère à te lever, tu n'as pas d'énergie. Puis là, ma cousine, que j'aime jusqu'à maintenant beaucoup, elle est venue s'asseoir à côté de moi, puis elle me regardait, puis je la regardais, mais j'étais faible. Puis, tu sais, je pense pas que c'est ce que ma mère voulait. Je suis persuadé aujourd'hui que c'est pas... Parce que j'ai une bonne relation quand même avec ma mère aujourd'hui. Puis quand j'entends qu'on parle, il y a un raisonnement qui est là, mais je sais que c'est pas ça qu'elle voulait. Tu vois? Wow! C'est nouveau pour moi parler comme ça. C'est vraiment nouveau. Est-ce que tu t'es rappelé des moments où tu pouvais percevoir ou comprendre par moments peut-être des étincelles que profondément elle ne vous aimait pas quand même et qu'elle était incapable de vous aimer correctement? C'est juste aujourd'hui, à 46 ans, que j'ai cette réflexion. À l'âge de 8 ans, l'âge que j'avais quand j'étais à Place Acadie, je me suis construit un monde. Ce qui fait que ça m'arrive d'être dans la lune aujourd'hui. Beaucoup. Je prends même du Ritalin aujourd'hui pour m'aider avec des troubles d'attention.
Mais ça vient de là. Oui, Il faut dire que ce monde-là, c'est un monde du style Star Wars, Star Trek. oui, Quand je voyais que ma mère, elle parlait tout seule, puis moi j'étais dans le salon, je prends une heure fictive. Une heure fictive. Imaginons qu'il est 5 heures le soir un samedi au mois de mars. J'écoute la télévision. Elle n'est pas dans les parages pendant une heure et demie. Je l'entends parler, hurler. Puis là, elle sort avec un fouet. La seule manière pour moi de gérer ce qui va se passer, c'est que tout de suite, j'entrais dans ce monde-là. oui. Donc, Star Trek, dans les années 70, il y avait cette station où il y avait Captain Kirk, Mm. il y avait tout le personnel, chandail orange, rouge et jaune. Oui. Donc, quand elle s'en venait, j'entendais toujours Captain Kirk qui disait, OK, ça va brasser, mais Vlad, on est là avec toi. Puis ça se passait. Wow. Ça se passait souvent. Puis, Mm. les fins de semaine, quand elle nous permettait d'aller chez mon arrière-grand-mère, j'ai découvert Star Wars. Puis ça, là, le personnage de Luke Skywalker, pour moi, était tellement proche de moi, c'est parce que maintenant, quand je retournais, puis je subissais soit la malnutrition, puis tout ça, je pensais toujours à Luke. C'est quand il y avait la faim qui me torturait, mais je voyais la faim comme un monstre. Fait que j'avais mon épée, tu sais. Puis je me battais, j'avais un sourire. Mais ça veut dire que j'étais plus là. T'es plus là. J'avais quitté mon corps. Pour pouvoir passer au travers. Alors, j'imagine que beaucoup de traumas sont accumulés. Oui. Aujourd'hui, tu sais, il y a une psychologue que je vois, Mhm. puis il y a la thérapie s'intitule en anglais EMDR. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que ça te permet de réaliser les traumas que tu as encore liés avec des épisodes que tu as camouflés pendant des années, mais qui t'ont paralysé Ouais. en affaires, en Nice. relations, même dans ton ministère. Wow. Mais aujourd'hui, je suis capable d'avoir cette bibliothèque de ces épisodes-là, mais ma seule manière pour moi de ne pas être affecté et de ne pas vivre une dépression reliée avec ça, c'est toujours en ayant le rôle. En fait, voici comment j'essaie de le dire. Mhm. Jésus m'aide à regarder ma vie avec la bonne perspective. Rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie, mais rempli beaucoup de compassion pour ma mère. Wow. Tu vois, mon Tellement niveau de beau. compassion pour elle n'a jamais atteint un niveau tel qu'aujourd'hui. Tellement beau ce que tu dis, c'est tellement touchant. Et là, comment tu fais pour survivre? Parce que là, tu es toujours entre les mains de ta mère. Tu as 8-9 ans. Ta tante est là à la maison avec ta cousine. Et là, ils te voient maigre et affaibli. Là, qu'est-ce qu'ils font pour t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle ne payait plus le loyer. Elle ne payait plus le loyer. J'avais doublé d'année. J'avais doublé ma troisième année. J'étais juste trop faible. Mon arrière-grand-mère, lorsqu'elle a reçu la visite de ma tante, Oui. qui est la petite-fille de ma grand-mère, Ok. ma tante a été dormir chez ma grand-mère pendant quelques temps. Elle a dit à ma grand-mère, elle dit, là, il faut que Édouard, en parlant de mon père, il faut le rechercher, le trouver, le mettre au courant. Peu importe ce qui s'est passé, il faut qu'il vienne maintenant pour faire quelque chose. Mhm. Et il y a eu je fais un fast-forward parce qu'il y a eu plein de séquences. Finalement, les huissiers sont venus en été, après l'année scolaire. Ils ont frappé à la porte, ils ont défoncé la porte. Ils ont débarqué, le propriétaire, les huissiers. C'est paradoxal. Pour moi, c'est des sauveurs. Mhm. C'est très Tout à fait, paradoxal. oui, oui. Puis ma mère se battait avec un des huissiers, là, donnait des coups. Mais moi, j'étais comme, prenez. C'est oui, on veut juste partir de là. On veut juste partir de là. Je vais faire une parenthèse très rapide. Mhm. L'année dernière, en hiver, j'ai dû aller faire une commission à Place Acadie. Wow. J'étais dans une tour à condo. Puis
dans une des allées, il y avait une fenêtre qui donnait directement à la bâtisse. C'est là que je remarquais que je n'étais pas guéri. Parce que j'ai pleuré. Je suis rentré dans l'auto pour partir du quartier. Et, ouais. Est-ce que tu crois que Dieu permet des moments comme ça pour qu'on puisse constater encore le travail qui reste à faire? Ah oui, ah oui. Lorsque je me suis consacré à Dieu, je sais que cette décision-là, malgré que j'avais 23 ans, c'était une décision très sérieuse. Puis, j'ai toujours demandé de prendre soin de moi, mais de m'utiliser. Wow. Je sais que là où Dieu m'appelle à être dans les années à venir, c'est encore plus clair. Mais il y avait des choses à désamorcer. S'assurer que le contenant soit réellement vide afin de recevoir de sa bénédiction, afin de recevoir des responsabilités. Parce que les rêves et la vision que Dieu me donne sortent complètement de la culture religieuse. Wow. Complètement. Il y a un monde perdu, en déchéance, mais Jésus me dit toujours, il me ressasse. Je les aime. Wow. Il n'y a pas de jugement. Je les aime et ils m'équipent. C'est beau. Les gens de la communauté LGBTQ, des gens qui vivent des doubles vies. Je n'ai pas de jugement envers eux. Au contraire, il me remplit. Il me remplit. Tout ce qu'il fait, c'est de me remplir. Mais là où une certaine compréhension de ce qu'il m'appelle à faire selon tel et tel projet, il me dit, ça, il va falloir le régler. Wow. C'est comme si Jésus te tient par la main et finalement, il te guide. Et j'imagine que là, tu regardes ton passé, tu te rends compte qu'au final, il a toujours été là. Il t'avait toujours tenu par la main. Peut-être que c'était lui qui était dans le vaisseau finalement, s'est déguisé pour Exact. te protéger le temps que tu puisses t'en sortir. Jésus, je sais qu'il a intervenu très tôt dans ma vie. Parce qu'il y a un épisode en particulier où alors j'ai su après, lorsqu'il y avait un avocat, un intermédiaire, un médiateur, peu importe, qui parlait avec mon père puis ma mère au sujet de leur divorce, on était à Châteauguay. Je me rappelle tellement, cette séquence, je me rappellerai jusqu'à mes derniers jours. J'ai fait un dessin de Superman. J'étais tellement fier. Je monte pour courir pour le montrer à ma mère et à mon père. Puis le médiateur qui était là, les a regardés. Ils ont dit, faites attention. Il y a quelque chose de spécial dans ce garçon-là. J'ai regardé-le. Les deux me regardaient. Mais je sais qu'en même temps, l'ennemi a voulu m'attaquer de bonheur. De bonheur. Et je le sais. Wow. Je sais. Wow. Et comment vous avez fait, toi et ton frère, pour survivre finalement votre mère? Est-ce que votre père est revenu vous chercher? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Le pire des épisodes n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Même si mon père est venu dans le décor, même si nous avait acheté un Sega Master, puis toutes les G.I. Joe qu'il y avait dans le catalogue de distribution consommateur, I know, I'm old school, whatever. Je comprends très bien de quoi tu parles. La nouvelle génération, ouais, c'est bon, d'accord. La nouvelle génération, ben, remarquez dans l'histoire maintenant. devoirs, ouais. Donc, c'est arrivé en février, quand j'avais 9 ans, un jeudi. Moi, mon frère, studieux, là, on mange. On habitait à 2 coins de rue de chez mon arrière-grand-mère. Mon père, à chaque jeudi, il débarquait avec la bouffe. On mangeait bien. Wow. On était studieux, on avait des bonnes notes. Wow. Mais ce jeudi-là, je ne savais pas que c'était l'événement qui allait particulièrement me traumatiser jusqu'à récemment. Okay. On joue au Sega Master. Réellement, on a fini de faire nos devoirs. Puis ma mère nous dit, il me manque du paprika. Allez l'acheter pour moi. Donc moi, mon frère, on a dit, OK, on prend nos manteaux, puis on marche jusqu'à la petite Italie. On habitait Drolet et Fayon. Donc on a marché un bon 15 minutes dans le froid. Wow. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas. On savait qu'en retournant, on a fait nos devoirs. On allait continuer à jouer à notre jeu vidéo. Donc on retourne, on enlève nos vêtements, on continue à jouer. Et ma mère est à côté de nous, puis elle dit, il y a quelqu'un qui a pris mon stylo. Puis là, moi, j'ai dit, mais pour moi, on dirait que j'ai dit, mais attends, mais c'est réglé. Pourquoi? J'ai commencé à pleurer. Mais là, j'étais fatigué. Dans le sens que j'étais comme, tu
sais, un épuisement. J'étais épuisé. Tu sais, je pleurais en regardant le sol, en criant. J'étais fini. J'ai dit non. Mais mon frère, il pleurait pas. Lui, il est 1 an et demi plus vieux que moi. J'avais 9 ans. Pendant que ma mère, elle sort de la chambre pour aller prendre une ceinture, elle dit, il y a quelqu'un qui va me dire la vérité. Mon frère, il me poigne, me met devant la porte d'entrée, prend mon manteau, me garoche mes bottes, puis il me pousse dehors comme ça. Il dit, habille-toi vite. Il dit, va chercher de l'aide. Il ferme la porte, puis il barre. Puis moi, je suis dehors. Chercher de l'aide. Puis là, j'ai dit, ben, je ne vais pas laisser mon frère tout seul. Ma grand-mère, peut-être je pourrais courir, mais je ne peux pas être tout seul, je ne peux pas l'abandonner. Donc, je me suis dit, OK, j'allais voir la voisine. J'étais voir la voisine, puis là, je panique, je ne sais même pas quoi dire. Puis je lui dis, mais il faut appeler la police parce que mon frère, il va se rebattre, il va se rebattre. Elle dit, OK, mais veux-tu rentrer? Là, j'ai comme, non, non, je ne veux pas rentrer chez les étrangers. Mais s'il vous plaît, appelez la police. Elle dit, OK, OK. Fait que là, moi, je descends de chez elle, puis là, je reste dans la rue. Puis tout ce que j'entends un enfant se faire massacrer en dedans. Massacré. Massacré. J'entends des cris, j'entends des coups, ça bouscule à l'intérieur. Mais mon frère m'a dit, tu rentres pas. Tu vois? Finalement, j'ai vu la psychologue, puis quand je racontais ça, elle a dit, OK, mais on va en finir une fois pour toutes, pour que ce trauma-là ne t'affecte plus. Elle m'a dit, tu sais, puis Jennifer, mon épouse, était là à côté de moi. Puis c'est arrivé là, juste avant les fêtes. Wow. Donc c'est très récent. Puis Jennifer était là, puis elle me dit, tu sais, tu vas en pleurer encore, puis c'est correct. Mais d'accepter un mensonge. Elle dit, quand tu me racontes l'histoire, tu dis que tu étais seule, dans le froid, en train d'entendre ces cris-là. Elle dit, est-ce que vraiment tu étais seule? Là, je regarde, je dis, oh, Jésus était là. Là, je dis, OK, Jésus était là. Puis elle me dit, ton frère a fait un choix. Tu ne peux pas te culpabiliser. C'est un autre mensonge que tu as traîné pendant des années. Qu'on voit que tu es coupable de ce qui lui est arrivé. Rien à voir avec toi. C'était son choix. C'est le choix de ta mère aussi. Elle a pris des choix qui l'ont emmené là. Ça n'a rien à voir avec toi. Jésus était là avec toi. Elle a dit, ça, c'est la vérité. Puis là, je lui ai dit, OK. J'ai dit, j'accepte. Mais j'ai dit, mais je dois prendre mon temps maintenant de me défouler. Elle a dit, vas-y. Puis, tu sais, elle est en face de moi, puis elle commence à pleurer déjà. Puis j'ai dit, ça, c'était injuste. Je n'ai pas le droit qu'on me laisse tout seul ici. J'ai dit, c'était injuste. Je criais dans le bureau. Je criais. J'essayais. Je n'ai pas demandé de venir au monde. Personne n'avait le droit de me laisser seul là. Je sais que Jésus était là. Je sais aujourd'hui. Je l'accepte. Puis j'ai dit, je pars avec lui. Elle a dit, oui, c'est ça. Tu n'es pas tout seul. Pars avec lui. Pour la première fois, 46 ans, j'ai fait la paix avec cet événement. Wow. La première fois, je ne me voyais plus seul. Wow. La rue était vide. Jésus m'a juste pris. C'est tellement beau. Excuse-moi. Hein? Ah non, c'est magnifique. Magnifique. Ça fait partie de mon histoire. Oui. Et ton frère, comment il va? Comment il a passé au travers de tout ça? Tu sais, je pense qu'il a pris les choix qu'il devait prendre pour ne pas être traumatisé comme moi. Le fait d'avoir, à un si jeune âge, fait acte d'un amour inconditionnel envers son petit frère, je pense, c'est ma réflexion. Je crois que si on changeait de rôle, je n'aurais pas été traumatisé comme j'étais aujourd'hui. Parce que pendant qu'il se faisait violenter, moi, j'entendais les cris, je ne pouvais rien faire, mais lui, il était là. Oui. Sachant que ma vie a été épargnée à cause Alors, de lui. tu peux, j'imagine, aussi conclure que tu as vraiment été aimé.
Le verset qui dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu as été vraiment aimé. Mon frère, oui. J'ai toujours cherché à faire quelque chose de spécial pour lui. Je sais qu'il est arrivé des événements où ça a rendu un peu mon épouse inconfortable, mais j'ai dit non, pour mon frère, j'ai dit, tu comprends pas. Et là, Personne ne va maintenant, comprendre. qu'est-ce qui t'est arrivé à l'adolescence, là? Comment tu as pu maintenant vivre avec cet enfant si difficile? Quand mon père a su qu'est-ce qui est arrivé, Mhm. ben, la DPJ, quand Mhm. maman venait nous prendre, c'est des affaires que j'ai su tout récemment, en passant. Wow. Que la DPJ est J'ai venue vous beaucoup, prendre. Wow. beaucoup de choses que mon père avait épargnées qu'on soit au courant, Mhm. afin d'éviter qu'on soit plus traumatisé. Mais à un âge adulte, Oui. en ayant des bonnes conversations pendant le temps des fêtes ou autres, Wow. ben, tu vois qu'il a gardé beaucoup de choses secrètes pour justement qu'on soit épargné. Mais la DPJ un jour était venue devant notre école primaire pour nous prendre, la DPJ, là. Oui, oui, pour vous prendre, là, c'est terminé. Oui, puis la directrice a appelé mon père pour dire on va être obligé de les laisser aller. Il a appelé son avocat pour dire fais quelque chose. Son avocat a dit inquiète-toi pas. Appelez l'école. Puis il a dit que Monsieur Jacques va venir les chercher. Vous allez être poursuivis si vous empêchez Monsieur Jacques de prendre ses enfants. Wow. Puis finalement, il a pu obtenir une ordonnance qui fait que Madame la DPJ est partie. Gloire à Dieu. Puis mon père, finalement, lui, il a dit regarde, ça le dépasse. Je crois qu'il ne s'était pas rendu compte que son absence allait avoir autant de répercussions. Donc, il a trouvé sage de nous confier à mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, de par sa culture évangélique, haïtienne, enracinée, ben, elle avait sa manière de nous aimer, mais si elle nous disant une vérité un peu directe, les paroles les plus dures de ma vie n'ont pas été dites par ma mère. Wow. Ma mère, c'est pas pour sa violence. Mon amour de la musique, le fait que je chante aujourd'hui, mon amour réel pour l'art, vient de ma mère. Wow. Donc, il y a des épisodes où elle n'avait pas ses folies, j'étais à côté d'elle. On savourait les Oscars, les Grammys, American Music Awards, Dallas, Dynasty, Dukes of Hazzard, ABBA. Ma mère, sa discothèque, sa musicographie, c'était pas juste le compal. On écoutait de tout. Elle me faisait aimer la musique. Wow. Alors, pourquoi que je dis ça? C'est parce que dans mon adolescence, oui, ma grand-mère, elle nous a élevés en nous forçant d'aller à l'église, en nous forçant de nous lever à 7 heures le matin le samedi pour préparer la maison parce que ses sœurs et ses frères en Jésus allaient venir pour étaler des draps blancs. Ils allaient amarrer leur tête, puis ils allaient prier jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Puis on était forcés d'entendre Psaume 136, ah oui Seigneur, ta miséricorde. Puis le psaume 119, puis nous on devait répéter un passage pour qu'elle soit fière que ces petits garçons connaissent la Bible, pour que le monde s'appelle. Moi j'ai enduré ça jusqu'à 18 ans. Quand même. Jusqu'au jour où mon père dit à ma mère, à ma grand-mère, bon, à l'âge qu'ils sont rendus maintenant, il va falloir leur donner le choix. Puis elle était scandalisée. Que 18 ans, ça fait rien dire pour une, pour une madame haïtienne comme ça. C'est quoi 18 ans? Mais mon père était comme, ben oui, ils ont 18 ans. Ils peuvent voter, ils vont entrer au cégep, ils vont faire des choix. Ouais, ils peuvent décider. Dès que j'ai entendu ça, la vie chrétienne, j'ai mis ça dans une boîte, j'ai zippé, j'ai cloué, j'arrivais devant le fleuve Saint-Laurent, j'ai garoché, et puis là, La liberté. liberté seulement. Tu sais, j'ai une épouse extrêmement merveilleuse. J'apprends beaucoup d'elle. Et elle a fait quelque chose qui est arrivé hier, et tu vas comprendre le lien. Où, à l'église, mon fils, il y avait une madame qui lui a acheté une boisson gazeuse. Puis là, elle a dit non. Elle a dit vraiment, il est trop jeune, je ne veux pas qu'il soit accro à ça. Arrivée dans l'auto, elle a été quand même au maxi, puis elle a acheté une petite canette pour lui. Puis là, je lui ai dit, mais ça contrecarre pas ce que tu viens de dire. Elle a dit, oui, mais si je n'en donne pas un peu, le jour où il aura 18 ans, il va se gaver, On va acheter des caisses. comme diabète. Mm. Il va aller. Elle a dit non, je vais doser. Puis c'est là que j'ai compris.
n'y a rien qui a été dosé dans ma vie quand j'étais jeune. À l'âge de 16 ans, ma mère, qui était disparue, portée disparue, on ne l'a pas vue pendant 1 an, nous appelle pour dire, est-ce que j'ai reçu un chèque? Puis là, moi, mon frère est comme, oui. Même ma grand-mère était comme, oui, elle a reçu plein de chèques. Elle a dit, OK, mais rejoignez-moi sur Sherbrooke et Green, je vais être là. Fait que là, on raccroche, ma grand-mère était super contente. Vous avez retrouvé votre mère, puis parce que la police était même assez trousse, il y avait des détectives dans son dossier. Fait que là, on se rend là, on est en plein hiver, puis on arrive à l'arrêt d'autobus, puis voilà, attends, tu sais, moi et mon frère, on est là, on se parle. Puis là, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui dit, Lawrence, mais parce que nous, on a vu un sans-abri à l'arrêt d'autobus, Mhm. qui sentait quand même mauvais, fait qu'on était plus à l'extérieur, mais le sans-abri, c'est ma mère. Wow. Quand on l'a regardée, elle avait la peau épaisse, grasseuse, noire. Ses pieds étaient gelés, c'était prêt, brun foncé. Puis elle nous souriait, puis elle disait, qui j'en ai. Puis là, mon frère, on disait, ben, ça va bien, mais on était un peu dépourvus. Ça allait au-delà. Ouais. On n'avait pas de ressources, on n'a pas lu un manuel d'emploi, comment gérer une situation comme ça. Jusqu'au moment où mon frère il dit, ben ok, mais quand est-ce que tu vas venir nous voir? J'ai regardé mon frère, j'ai dit, venir nous voir? J'ai traversé la rue, j'ai appelé 911. Oui, j'ai trouvé ma mère sans abri, puis est-ce qu'il faut envoyer une ambulance? On va en prendre soin. J'avais 16 ans. À 16 ans, je suis sorti d'adolescent à adulte à 16 ans. À 16 ans, chaque jour, on devait se rendre à l'hôpital pour la Victoria pendant une semaine. Ensuite, se rendre dans un centre psychiatrique. À chaque jour, à chaque jour, chaque soir, Pour veiller sur elle? pour veiller sur elle. Wow. Puis là-bas, il y avait une haïtienne, une infirmière, Wow. pour pas qu'on soit traumatisé, parce que là-bas, c'était des cas extrêmement précaires. Mm. On les voyait tous, là. Elle nous a dit, pour pas que ça vous affecte trop, si votre mère suit sa médication, elle va m'aider. Je lui ai donné des tâches, comme ça, votre mère ne va pas penser qu'elle fait partie de ces gens-là. Ça m'a tellement touché. Fait qu'on allait voir notre mère, elle était là en train de servir du jus, Super. servir des repas, puis elle dit, ah, je suis en train d'aider l'infirmière. Wow. Elle est comment, ben, on est vraiment content, tu sais, t'es pas comme eux, hein, maman. Tu sais que t'es pas comme eux, mamie. Mm. T'es pas comme eux. À l'intérieur de moi, j'étais déchiré. Mm. J'étais déchiré parce que j'étais comme, when this gonna stop? When? Tu vois, c'est mon adolescence. Maintenant, à l'âge adulte, la mère, elle est où? Toi, tu es où? Tu fais Oh, quoi de ta vie? Comment tu te retrouves? comment je me Tu trouves ton retrouve? identité, ta raison de vivre. Je vais où? Je fais quoi de ma vie, de moi? Je suis un artiste. Wow. Je suis un artiste. Depuis que j'avais 4 ans, je crée juste des images dans ma tête. J'ai plein d'images. Et j'ai une encyclopédie d'images à créer, à parfaire. Euh, j'ai en moi, ben plutôt, je suis présentement dans ce processus où il y a des traumas qui sont en train de se désamorcer. Par exemple, quand on fait face à un trauma ou un danger, on dit souvent, c'est soit qu'on gèle, freeze, on combat, fight, on fuit, flight, ou bien on essaie d'amadouer la situation, ça c'est fawn en anglais. Moi, j'ai souvent freeze. Mm. Et ça m'a affecté dans mes relations, mes anciennes relations amoureuses. Ça a affecté mon mariage. Parce que quand arrivait un moment où une action devait être prise, ben je l'ai. Parle-moi un peu de ta femme. Comment tu l'as rencontrée? Ah, ma merveilleuse femme. Ça serait intéressant de le Ouf! savoir. Ma merveilleuse femme. Ok, alors, ma femme, depuis le tout début, je savais que c'était un sujet de guérison pour moi. Puis ma femme, elle habitait en face de chez moi. Alors, quand on s'est vu la première fois, j'étais fiancé, j'allais me marier. Tu avais quel âge à peu près? À ce moment-là, j'avais 30. OK. Puis tu J'avais habitais 30 ans. un appartement chez toi? Ah oui, j'habitais OK. avec ma mère. Avec ta On mère, était OK. coloc. OK. Et elle habitait en face.
Puis, nos premières conversations, c'était vraiment allô, ben, tu sais, c'est c'est- c'est tout. Elle avait son chum. Moi, je suis fiancé, donc c'est ça. Quand j'ai call out mon mariage, parce que on allait se marier, mais ça n'a juste pas fonctionné. Moi, j'étais célibataire. Puis, à un moment donné, j'ai vu rencontrer dans un arrêt d'autobus. Puis à ce moment-là, elle commençait à me dire ah, est-ce que tu crois au yin puis le yang? Là, je suis comme, oh, dans ma tête, je suis comme, oh, je ne vais pas aller là. Puis là, finalement, j'ai conduit à son travail. Puis là, puis, sincèrement, dans mon cœur, hein, je me dis, Seigneur, je la confie. C'est- Je la confie. Je sais que peut-être qu'elle recherche quelque chose qui réellement est en toi, mais prends soin d'elle. C'est comme ça a été ma prière. Et ça, c'est au mois d'avril 2007. Au mois de septembre 2007, on m'avait confié à superviser une pièce de théâtre à mon église, mais je n'étais pas directement responsable de la pièce, mais la pièce tombait dans mon département. Mais un jour, 2 semaines avant la pièce, j'ai posé des questions au metteur en scène, puis il était comme, oh, je suis perdu, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme, OK, bon, on va passer à l'action. Donc, je suis retourné à la maison, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'idées, j'ai besoin d'éléments concrets, d'outils concrets pour mener en bien ce projet. C'est là que je me suis rappelé que Jennifer, quand j'ai donné des livres, elle étudiait à John Abbott College en stage management, c'est en théâtre. Wow. Donc, moi, le samedi où je suis retourné à la maison, je devant mon ordinateur en train de réfléchir. Je regardais à travers la fenêtre de mon appart. Puis là, je voyais sa porte. Là, je suis comme, ah, j'ai juste traversé la rue. Et j'ai juste traversé la rue, j'ai été cogné chez elle. Et c'est mon style, à moi. Puis là, elle a ouvert la porte, puis là, j'ai expliqué la situation, puis tout ça. Elle a dit, ah, il n'y a pas de problème. OK, ben, reviens me voir la semaine prochaine. Je suis sûr que j'aurai quelque chose pour toi. Là, j'ai dit, une semaine avant, elle a dit, t'inquiète pas. Donc, OK. Alors, comme de fait, la semaine d'après, je suis retourné la voir. Mais voilà, qu'est-ce qui était humoristique, c'est que les premières fois qu'on se parlait, c'est soit anglais ou français. Donc, pour moi, à cause de son accent, je ne pensais pas qu'elle était haïtienne. Vraiment pas. C'est quand, le jour qu'elle m'a dit de revenir, je frappe à sa porte, là, c'est sa mère qui ouvre. Puis elle dit, qui lui demande? Là, le matin, j'ai fait, j'ai vu un H apparaître. H. Donc, j'ai dit, c'est Vladimir, le voisin. Puis elle a dit, OK, je vais aller la chercher. Elle dit, Jennifer, c'est Réginal. Là, je suis comme, OK, ça, c'est vraiment une mère ici. OK, j'ai dit, oui, c'est ça. Donc, elle est arrivée, puis là, j'ai dit, t'es haïtienne? Elle dit, oui. J'ai dit, OK, oui. Comme tu me l'as jamais dit. Elle était comme, OK. Là, elle m'a invité à l'intérieur. Puis, c'est fou. Il était comme 7 heures le soir. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Wow. 13 ans mariés. Oh. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est parlé, on a parlé jusqu'à 5 heures du matin. Wow. Après, je traversais la rue. J'habite en face. Fait que le lendemain, j'arrive vers les 6 heures. Je mange avec eux. Puis là, ça m'a va travailler. Puis là, on reste jusqu'à 4 heures du matin. Le lendemain, je dois travailler. On a fait ça, là, pour 16 ensemble. Mhm. Ouais. Félicitations. Euh, C'est merveilleux. c'est elle qui m'a suggéré, m'a dit, Vlad, elle a dit, garde, t'as vraiment besoin de thérapie. Ça, c'était surtout avant la naissance de ma fille. Parce que ma fille, ça a été mon premier cadeau de Dieu pour me dire, hey, it's okay. J'ai tellement rien contre toi par rapport à ton passé. C'est de 18 ans à 23 ans, il y a des choses qui sont passées. J'ai tellement rien. Rien. Je te donne au plus profond ce que tu voulais. Tu voulais une fille. Wow. Quand on était dans la salle d'examen, où est-ce qu'on devait savoir le sexe de notre... De l'enfant. Mhm. Quand l'infirmière a dit, c'est avoir une fille. Je pense même pas que Jennifer, jusqu'à maintenant, elle comprend pourquoi j'ai pleuré comme ça. Mm. J'ai pleuré, j'étais à terre en train de pleurer. Wow. C'est comme Dieu qui disait, la gente féminine ne va pas te traumatiser. La preuve, je te confie une fille. Et c'est vrai qu'on a ce bond. Moi, ma fille, là, on a un bond. Wow. Dieu utilise toutes sortes de manières, de personnes pour nous guérir profondément. Et aujourd'hui, là, avec tout ce que tu as vécu, une enfance où est-ce que peut-être tu avais l'impression que tu étais laissé à toi-même, une adolescence où ce que tu te retrouvais avec une grand-mère qui t'imposait une religion au lieu d'une relation avec Dieu, et tu as passé au travers tellement de situations,
J'imagine que toi et ton épouse, après, vous avez connu vraiment le Seigneur. J'imagine que c'est un autre Oui, témoignage. Il faudrait te oui. faire revenir hein, avec elle. Qui est Dieu? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui, Vladimir? C'est mon berger. C'est celui qui, en novembre 2000, quand j'étais vraiment down, j'allais dans une église à Gospel Vie, qui est ma maison formatrice, je vais le citer. Je supervisais notre pièce de théâtre. J'avais mes débuts à ce moment-là, mais je n'étais pas encore consacré. Et puis j'ai un de mes amis qui est venu et m'a dit « Hey, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » J'ai dit « C'est qui? » Tu sais, moi, j'étais juste down. Là. Il m'a dit « Non, non, viens, on va aller dans la salle verte. » Il y avait une pièce qui s'appelait la salle verte. Donc j'étais avec lui. On s'assoit, on se parle. Et puis, à un moment donné, j'ai dit « Mais c'est qui? » Puis là, il m'a dit « Ok, mais il s'en vient. D'accord? Inquiète-toi pas, il s'en vient bientôt. » Il part. Moi, je reste là. Je commence, j'ai d'autres choses à faire. Tout à coup, la présence de Dieu qui s'empare de la pièce. Je tombe sur mes genoux, je tombe à terre. Je commence à pleurer. Je dis arrête, arrête. Je dis ok, stop, ok, stop, please, stop. Je suis tout essoufflé. Je suis comme ok, t'es vrai, ok. You're for real. Je dis ok. Je fais, là, en pleurant, je dis ok. Je te donne ma vie, ok. I'm yours. J'ai dit, mais promets-moi une chose, la seule chose, abandonne-moi jamais. Donc Jésus est le berger qui m'a jamais abandonné. J'ai pas de mots tellement que c'est magnifique. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a vécu des traumas, qui a vécu de l'abandon, qui a vécu de l'humiliation, qui a vécu de l'abus? Une personne qui a été négligée ou mal aimée et qui se trouve au fond du baril, qui a touché le fond. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne comme ça aujourd'hui? Fin pandémie. Fin pandémie. 230 livres. Quelqu'un qui mangeait de la pizza à 2 heures du matin. Pas d'ambition. Écrasé. Démoli. Dépressif. Qui voyait rien. Qui voyait même pas Jésus. Ça, c'était moi. Donc, je comprends ces personnes. Ce que je vais dire, c'est pas sorti d'une expérience de quelqu'un d'autre ou de magazine ou d'un post sur les médias sociaux. Ce que je vais dire, je l'ai vécu, ça fait à peine 1 an et demi, 2 ans. He loves you. Quand il était sur la croix, il nous voyait tous. Il te voit. Il te voit. Présentement, je sais que quelqu'un regarde, est convaincu qu'il le voit, qu'il la voit. C'est là qu'il m'a dit, je ne t'abandonne pas. Je ne t'ai jamais abandonné, pourquoi je t'abandonnerai maintenant? Il y a tellement plus. Let's go. Just let's go. Ça peut sembler simple, mais je pense que ces personnes dans ces situations abandonnées, délusionnées, dépressives, découragées, c'est pas beaucoup de mots. Ils te voient. Let's go. Wow. Merci beaucoup, Vladimir, d'avoir partagé ton histoire. Je sais qu'il y a encore beaucoup à raconter. Je sais qu'on va se revoir encore. Oui. Prochaine fois. Avec mon épouse. Oh oui, j'ai tellement hâte de la voir. Du fond du cœur, merci encore. Merci. Merci, Diana. Je te garde. Merci. Merci de m'avoir reçu.